Il y a 50 ans, l'équipe d'Yves Coppens découvrait Lucie, âgée de plus de 3 millions d'années. Pour parler de l'Australopithèque la plus célèbre du monde, nous recevons aujourd'hui Amélie Vialet, paléoanthropologue, maîtresse de conférences au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Les 50 ans de la découverte de Lucie sont célébrés ce week-end au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Pourquoi cette découverte est exceptionnelle par rapport aux autres ? Alors déjà, c'est la première d'une telle ampleur, c'est-à-dire qui révèle un squelette aussi complet. Et puis sur une période, oui, il y a quand même, dans les années 70, on est sur les tout premières explorations de ces terres d'Afrique de l'Est et un petit peu d'Afrique du Sud également. Elle a été découverte en Éthiopie par l'équipe du paléontologue français Yves Coppens, avec une équipe aussi internationale dans la vallée de l'Awash, un lieu particulier. D'autres fossiles ont été découverts dans la même région. Oui, c'est ça. En fait, il faut faire remonter l'histoire un petit peu plus avant. Déjà, Yves Coppens avait exploré, on le voit d'ailleurs à l'écran, avec Camille Arambourg et déjà une équipe franco-américaine, la vallée de l'Omo, où il avait trouvé énormément de fossiles sur une période de temps assez ancienne, autour de 4 millions d'années jusqu'à 1 million d'années. Et il avait trouvé beaucoup de restes humains déjà, mais c'était des restes dentaires ou des fragments osseux, par exemple. Donc c'est vrai que quand on se déplace quelques années après sur le terrain plutôt de la région de l'Afar, à proximité de Hadar, on trouve aussi beaucoup de fossiles, mais ce squelette particulièrement complet, qui lui va être découvert en 1974, va évidemment frapper et les paléanthropologues et les esprits, justement, par cette dimension extrêmement complète. On va regarder justement une photo de Lucie. Dans quel état a-t-elle été retrouvée ? Donc justement, on a à peu près 52 fragments qui correspondent à 47 os du squelette. Et quand on peut faire des symétries sur les différents os que l'on aperçoit, ben en fait, ça couvre 40% de l'individu, du squelette. Et ce sont en plus des parties de notre anatomie qui sont extrêmement parlantes pour nous, paléanthropologues, parce que quand vous avez les éléments du bassin, comme on le voit, quand vous avez le fémur, par exemple, l'os de la jambe, vous pouvez tout à fait estimer le mode locomoteur, c'est-à-dire la façon dont se déplaçait cet individu. Et c'est ça la grande surprise de Lucie, c'est qu'elle est bipède. Elle se déplace sur ses deux pattes arrière comme nous aujourd'hui. Alors, pas tout à fait comme nous. Et elle a aussi d'autres compétences que nous avons perdues et qu'on peut voir justement avec les os plutôt de son membre supérieur, c'est-à-dire les os, par exemple, du bras, de l'avant-bras, la jonction entre le bras et l'avant-bras, le coude, qui sont vraiment typiques dans leur morphologie d'un individu qui est encore capable de grimper aux arbres. Donc, elle a cette double compétence bipède et arboricole. Et d'où vient son prénom, Lucie ? Alors, Lucie vient de la chanson des Beatles. Ça aussi, ça a permis, bien sûr, de donner un certain écho à la découverte. En fait, c'est un petit subterfuge. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain, vous faites des découvertes et que vous essayez tout de suite un petit peu d'en parler, et il faut interpréter ce que vous venez de découvrir. Et là, les paléanthropologues sur place, Donald Johansson, Yves Coppens, étaient quand même un peu gênés parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur des terrains anciens. On est au-delà de 3 millions d'années. Et pourtant, ils découvraient cet individu bipède. Et à l'époque, la bipédie n'était pas aussi ancienne et la bipédie était exclusive plutôt de la lignée humaine et de nous, Homo sapiens, aujourd'hui. Donc il y avait quelque part une petite incohérence entre cette date très ancienne et puis cette émergence de la bipédie qu'on n'attendait pas à ce moment-là. Donc il a fallu qu'ils se décident en fait. Et pour ça, ils ont étudié les ossements, mais avec ce qu'ils avaient sur place, c'est-à-dire très peu d'éléments pour comparer. Quand vous êtes perdu là dans la vallée de l'Awash, vraiment, c'est un peu complexe. Et donc, ils ont dû avoir cette petite période, si vous voulez, de réflexion, au cours de laquelle ils n'ont pas nommé avec un terme scientifique ce squelette. Le terme scientifique viendra en 1978, ça va être Australopithecus afarensis. En attendant, il fallait un petit nom, il fallait pouvoir... Et donc, en effet, en étant baignée dans ces chansons des Beatles, c'est le prénom Lucie qui lui a été attribué. Alors, vous l'avez dit, elle savait marcher sur ses deux jambes, monter, grimper aux arbres. Dans quel environnement elle vivait ? Que mangeait-elle ? Alors, donc justement, ça nous indique le fait qu'elle ait ces deux systèmes de déplacement, qu'on est dans un système, qu'on est dans un environnement, un paléenvironnement en mosaïque, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'environnements différents qui sont assez proches. Il faut chasser de son esprit l'image qu'on a d'une savane où il n'y a que quelques arbres et beaucoup de grandes herbes à perte de vue. C'est pas tout à fait ça. En fait, il y a des lacs, il y a des marécages, il y a des forêts-galeries, il y a des arbres en bord de lacs. Donc il y a des espaces aussi très ouverts. Et ça,
on le voit aussi dans les animaux, dans tous les animaux qu'on trouve associés au squelette de Lucie et à tous les autres restes d'Australopithecus afarensis qu'on va retrouver dans ces localités. Donc vraiment des environnements variés qui permettent par exemple le déplacement des grands méga herbivores là, qui pèsent qui sont énormes et qui sont souvent regroupés dans la famille des proboscidiens, des éléphants par exemple, mais on va aussi avoir par exemple des crocodiles, tous les crocodiliens qui vivent justement dans ces lacs, qui sont sans doute eux les crocodiles à l'origine en fait finalement de ces fossiles qu'on va retrouver, parce que souvent ces animaux ont été finalement la proie de ces crocodiles, ce qui n'est pas le cas sans doute de Lucie toutefois. Et vous avez travaillé avec Yves Coppens, quels souvenirs en gardez-vous ? Yves Coppens, il nous appartient à tous, il nous manque à tous. Voilà. C'était évidemment un grand passeur d'histoire et de préhistoire. Et moi, je suis ravie d'avoir pu le côtoyer un tout petit peu. Donc, être paléontologue, c'est toute une équipe finalement de métiers différents qui se complètent. Exactement, parce que vous voyez, il faut qu'on parle des paléo-environnements, de la paléogéographie, de la datation, par exemple, des niveaux dans lesquels vous faites les découvertes, évidemment de l'anatomie, de la paléanthropologie, de toute la faune qui est associée, donc les animaux, donc la paléontologie au sens large, et même des organismes un peu plus microscopiques, comme par exemple les pollens, ceux qui nous gênent là en période printanière, par exemple, ils sont conservés dans les sédiments, ces pollens, et ils nous donnent beaucoup d'indications sur les paléo-environnements. Merci beaucoup Amélie Vialet pour cet entretien. Je rappelle que le Muséum d'histoire naturelle à Paris célèbre ce week-end les 50 ans de la découverte de Lucie. Au Musée de l'Homme. Au Musée de l'Homme.